18-20 ce soir sur la Grèce. Oui, la Grèce, souvenez-vous, c'était pourtant il n'y a pas si longtemps que ça, janvier 2015, Syriza arrivait au pouvoir sur un programme de rupture avec les politiques d'austérité mises en place par la Troïka. Un vrai rapport de force pleinement politique s'installait au cœur de l'Union européenne et de la zone euro, avant que les dirigeants grecs reculent, acceptant selon les uns de se renier, voire de trahir, selon les autres, de négocier le maximum de ce qui pouvait l'être. Ces mois d'une grande intensité permirent de voir fonctionner certaines institutions de l'Union européenne, de voir aussi le choc entre ce que veulent des électeurs à un moment donné et les cadres qui s'imposent à leur propre pays. Ce fut violent et cette violence est au cœur du livre de notre invité ce soir. Nicolas Demorand, le téléphone sonne. Bonsoir Frédéric Lordon. Bonsoir. Vous êtes économiste et philosophe, vous publiez aux éditions Les Liens qui libèrent. On achève bien les Grecs, sous-titre Chronique de l'Euro 2015, ce n'est pas le football, mais la monnaie unique. Merci d'avoir accepté le principe de ce dialogue avec les auditeurs de France Inter qui peuvent vous poser toutes les questions qu'ils souhaitent au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur Twitter avec le hashtag Telson. Permettez-moi une première question de lecteur, Frédéric Lordon, pour qualifier ce moment 2015, ce moment grec. Vous parlez d'apocalypse. Pour quelle raison ? Au sens étymologique du terme, l'apocalypse, c'est la révélation. Or, il me semble que ce à quoi nous avons assisté pendant ce semestre incroyable de l'année 2015, qui se clôt en vérité avec l'Eurogroupe assassin du 13 juillet, c'est à une mise à nu de l'euro dans ses principes institutionnels mêmes. Mise à nu qu'en vérité on aurait pu avoir à l'idée depuis très longtemps, car en réalité tout était déjà écrit dès le début. D'une certaine manière, ce ne sont jamais que les principes même de la Constitution européenne, c'est-à-dire des traités qui étaient là, écrits depuis longtemps, depuis 1992, revalidés avec quelques problèmes en 2005 puis en 2008, etc. qui étaient sous nos yeux. On a un écorché, comme on dit en anatomie. Exactement. Et on a, comme toujours avec des effets très impressionnants, le passage de l'abstrait au concret. Ces principes qui n'étaient que de l'encre sur du papier sont devenus des choses très concrètes. Et forcément, le spectacle a été frappant. D'autant que entrer dans les cénacles dans lesquels personne n'entre, des gens qui n'étaient pas des professionnels de la politique au sens où on peut l'entendre, qui n'étaient pas des professionnels de la chose européenne et qui ont découvert un monde, brutal, violent. Pas seulement. Alors brutal et violent, car c'est ça, en effet, l'une des caractéristiques de la construction institutionnelle européenne qui s'est trouvée révélée. C'est une très grande violence institutionnelle, une très grande brutalité qui a éclaté sous les yeux de tous et jusque dans le regard passablement effaré même des partisans les plus chauds de la construction européenne. La chose a atteint un tel niveau que un philosophe allemand comme Jürgen Habermas a éprouvé le besoin de s'en affliger dans une tribune qui a fait grand bruit. Mais ça n'est pas seulement la violence qui a été révélée ainsi, c'est le caractère, le caractère néolibéral dans ses règles, mais ça on le savait, le caractère profondément antidémocratique dans ses fondements et le caractère en vérité intransformable de cette construction. Alors ça, on va y venir, c'est un point très très important, les questions arrivent au standard. Encore une ou deux de ma part avant de donner la parole aux auditeurs de France Inter. Votre livre qui regroupe les articles publiés sur votre blog qu'héberge Le Monde diplomatique. Votre livre est parcouru d'une grande colère, qui vient du fait, j'ai l'impression en tout cas, que vous y aviez cru. À Tsipras, à Syriza, et que vous avez cru à un moment, que, comme vous dites, ils allaient pouvoir renverser la table, et que c'est la déception qui engendre la colère théorique qui est la vôtre. Pas tout à fait. En réalité, cette colère, je la nourris, mais depuis très longtemps, on pourrait dire très généralement parlant vis-à-vis du monde qui est le nôtre et dont je ne trouve pas qu'il ait grand-chose d'aimable, et vis-à-vis de la construction européenne en particulier, dans les fonctionnements institutionnels qu'on lui connaît et qu'on lui a vu à grand spectacle pendant ce semestre. D'une certaine manière, non, je faisais pas partie des optimistes en janvier. J'ai écrit un texte qui m'a valu quelques volets de bois vert où je disais, avant même que Tsipras
Tsipras n'arrive au pouvoir que l'alternative à laquelle il serait confronté pouvait s'énoncer de la manière suivante: passer sous la table ou la renverser, qu'il n'y aurait pas de tiers terme et que, à la manière dont les choses se présentaient, le scénario le plus probable à mes yeux est qu'il allait passer sous la table. Et alors évidemment, j'ai été accusé de désespérer Billancourt, d'attenter à l'espoir de toutes les gauches européennes qui alors participaient sympathiquement avec ce qui était en train de se passer en Grèce. C'était quand même un moment politique extrêmement fort. Ça a été un moment politique absolument extraordinaire. Et j'ai la chance de connaître Stathis Kouvelakis, qui est membre du comité central de Syriza, qui est venu en France peu après et qui était tout à fait habité par ce qui était en train de se passer, alors même que lui aussi était d'un assez grand pessimisme politique. Mais on ne pouvait pas ne pas être en proie à cet affect-là. Il était vraiment extrêmement puissant. Et en même temps, pas suffisamment pour que la raison analytique ne démissionne complètement. Le moment où j'y ai cru, je vais vous dire, où je me suis fait avoir, c'est lors du référendum. Là, je me suis dit, resituer. Oui, Tsipras a reculé pendant tout le premier semestre et en particulier il a avalisé une première mouture de l'Eurogroupe, un accord intermédiaire à la fin février et déjà on voit que les carottes sont cuites. Et il dévale la pente jusqu'à la fin du mois de juin où un très gros accord doit se renégocier. Et à ce moment-là, il décide du référendum. Et moi, benet que je suis, je n'étais pas seul, mais quand même, j'ai cru que là, Tsipras qui avait démissionné tendanciellement était revenez au peuple. Voilà, il tentait de se ressaisir pour faire retour au peuple. Une semaine plus tard, le référendum est gagné magnifiquement et Tsipras fait un demi-tour pour repartir exactement en sens inverse. Et là, ça a été terrible. On a appris après coup, par les interviews qui ont été données par Yanis Varoufakis, que l'illusion avait été complète. Tsipras ne retournait pas au peuple pour obtenir de lui un mandat de rupture, mais désespéré, voyant la reddition venir et retourner au peuple en espérant, de manière inavouable évidemment, que le oui au référendum l'emporterait. Et sa grande déception, c'est que ça a été un non écrasant. Donc vous voyez, il y a des twists and turns de l'histoire politique qui sont tout à fait déconcertants. Allez, on passe au standard. Première question et le dialogue s'ouvre maintenant avec vous, amis auditeurs de France Inter. Jean-Philippe, vous nous appelez de Saint-Malo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir France Inter. Bonsoir Monsieur Lordon. Je suis content d'entendre à nouveau sur les antennes de Radio France. Je vous écoutais beaucoup avec Daniel Mermet notamment. Donc voilà, ma question est-ce que en fait le problème de la gauche, du gouvernement de gauche arrivé en Grèce n'est-il pas la confrontation avec l'orientation politique européenne? Bon, vous avez un petit peu là défriché. En fait, si ça avait été un autre gouvernement, là par exemple, les élections qui vont se présenter en Espagne vont être très intéressantes. Qu'est-ce qui risque de se passer à nouveau avec l'orientation politique de l'Europe si l'Espagne et s'il y a un gouvernement de gauche qui décide de prendre des mesures qui soient en vraiment véritablement de gauche et en contradiction avec la politique de l'Europe. Vous pensez peut-être à Podemos, Jean-Philippe? Oui, c'est ça. Quand vous dites en fait véritablement de gauche, moi je dirais juste de gauche, puisque pour moi le Parti socialiste en France est pas de gauche. Donc en fait voilà, juste de gauche quoi, juste de gauche, c'est-à-dire représenter le peuple. Voilà. Écoutez, merci Jean-Philippe pour cette question. Frédéric Lordon va vous répondre. Ce qui s'est passé en Grèce avait la valeur d'une expérience en vraie grandeur. Il faut bien resituer l'événement Syriza dans le contexte d'une histoire de moyenne période de la vie politique en Europe. Nous avons là la première alternance politique véritable au sein de l'Union européenne depuis quasiment 2 ou 3 décennies. C'était donc un événement tout à fait considérable et les hiérarques européens ne s'y sont pas trompés. Ils ont très bien perçu la menace dans son ampleur, dans son intensité, et la chose est désormais avérée. Ils ont voulu faire un exemple. Tsipras et Syriza, et la Grèce avec eux, ont été châtiés car il était de la plus haute importance de faire un exemple et de décourager à tout jamais les autres peuples européens d'avoir une aussi mauvaise idée que de nommer à leur tête un véritable gouvernement de gauche, c'est-à-dire, comme le dit cet auditeur, en réalité, un gouvernement de gauche tout court. Et c'est la raison pour laquelle se jouaient dans cette affaire grecque des enjeux qui dépassaient de très loin la Grèce. Alors, est-ce que l'expérience pourrait avoir lieu à nouveau frais, dans des conditions plus favorables, si jamais d'autres pays de taille plus importante voyaient un gouvernement de gauche parvenir au pouvoir? Bon,
Il y a l'expérience du Portugal qui est en cours, qui est assez On en parlait tout à l'heure, qui est en première partie d'émission. Voilà, qui est assez intéressante. Et puis évidemment, tout le monde pense à l'Espagne et à Podemos. J'ai le malheur de vous dire, monsieur, que Podemos, ça vous fait pas sauter de joie. Et non, Podemos me fait encore moins sauter de joie en novembre que Syriza en janvier. Et en réalité, c'est même pas l'effet d'une interprétation de ma part, car tout est dit par les leaders de Podemos, Iglesias en tête. Qu'est-ce qui vous choque dans ce mouvement dont on se dit qu'il est peut-être, Frédéric Lordon, une alternative à la crise des partis classiques ? Pour le coup, alors si c'est une alternative à la crise des partis classiques, elle prend singulièrement l'allure d'un parti classique de plus. Depuis le virage qui s'est opéré lors du dernier congrès de Podemos début 2015, si ma mémoire est bonne, on a retour à une formation politique des plus ordinaires, non plus si vous voulez la dynamique mouvementiste, etc., mais une formation partidaire classique avec un leader classique qui joue classiquement le jeu des élections, en jouant le jeu du leader charismatique, etc., etc. Mais le problème est que l'obsession de bonne aloi d'un certain côté de Podemos d'arriver au pouvoir et de ne pas avoir gravé sur sa tombe, il avait raison, mais personne ne l'a jamais su, comme Iglesias l'a dit lui-même, cette obsession l'a conduit à abandonner en route tout ce qui faisait le sel de sa différence significative dans le paysage politique espagnol. Si bien que les abandons ont lieu par anticipation, avant même l'arrivée au pouvoir. Et à la lumière de ce qui s'est passé en Grèce, Iglesias n'arrête pas de déclarer « Nous ne pourrions pas faire beaucoup plus que ce qu'a fait Syriza ». Bon, déjà, là, au moins, on est fixé. Et j'ai observé dans son discours, alors avec mon espagnol de cuisine, une récurrence tout à fait extraordinaire. Pablo Iglesias, j'allais l'appeler Julio, mais bon, Pablo Iglesias n'arrête pas de dire « No Podemos ». Nous ne pourrons pas faire, nous ne pouvons pas faire plus, nous ne pouvons pas faire mieux que, etc. Et un parti qui s'appelle Podemos, qui n'arrête pas de dire « No Podemos », je trouve que c'est très très mauvais signe. Gabriel est au standard et nous appelle d'Antibes, je crois. Bonsoir Gabriel et bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous, bonjour surtout à Frédéric Lordon. Bonsoir monsieur. Content de le retrouver après la disparition dont je ne me remets pas de là-bas si j'y suis. Je viens à l'antenne ? Oui, on vous le confirme, vous inquiétez pas. Allez-y. Alors moi, ma question, est-ce qu'on est toujours en démocratie en Europe ? Est-ce que la démocratie existe en Europe ? Et puis surtout, l'énorme chose, c'est qu'on se dit que rien n'est possible, quoi. On retombe dans le discours de Thatcher, c'est-à-dire que rien n'est possible puisqu'il y a une dictature financière, une dictature des États et de la Commission européenne qui bloque toute évolution possible. Enfin bref, je suis désespéré. Quand en plus on voit les scores du Front National en France, supposés, il y a de quoi avoir très très peur. Écoutez, merci pour cette question, Frédéric Lordon, qui est bien là et qui est bien en direct et nous diffusons bien sur France Inter, dans toute la France et au-delà avec Internet, va vous répondre sur la question de la démocratie en Europe déjà, pour commencer. C'est la question princeps. Sommes-nous en démocratie ? La réponse est non. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une démocratie Potemkine, dirigée par des gens qui ont de la démocratie plein la bouche, mais qui tabassent les gouvernements de gauche dans les arrière-cuisines des institutions européennes, car le traitement auquel ont été soumis des gens comme Varoufakis et Tsipras n'est vraiment pas enviable. C'est pas une saillie polémique de ma part, c'est tout à fait froid et analytique, ce diagnostic que je fais, que je suis vraiment pas le seul à faire d'ailleurs. Le caractère non démocratique de la construction européenne est inscrit dans ces traités. Les traités qui sont l'équivalent d'un texte constitutionnel pour la construction européenne devraient normalement régir, comme n'importe quelle constitution, l'organisation des pouvoirs publics, c'est-à-dire l'organisation du débat politique par représentants interposés. Mais évidemment, sans préjuger du résultat de cette délibération parlementaire ordinaire. Or, précisément, les traités européens préjugent. Ils préjugent ce que doit être la politique monétaire. Ils préjugent l'organisation des institutions économiques et monétaires. Ils préjugent de ce que doivent être les orientations de la politique budgétaire. Ils préjugent de la forme que doit prendre l'insertion de l'Europe dans le régime de la circulation internationale des capitaux. Et non seulement ils préjugent, mais ils irréversibilisent en inscrivant toutes ces dispositions dans des traités
inatteignable et irréformable, alors même que ces dispositions-là devraient tomber dans le périmètre de la délibération parlementaire, de la délibération démocratique ordinaire. Frédéric Lordon, ce que vous dites dans le livre, et vous le dites à plusieurs reprises, c'est que vous ne croyez pas que l'Union européenne puisse même être démocratisée. Que une autre Europe soit possible, comme on a pu le dire à une certaine époque. Expliquez-nous en quoi, si des majorités se faisaient, si le Parlement européen était majoritairement à gauche, il y avait des évolutions institutionnelles. Pourquoi est-ce que, d'après vous, cette chose-là est intrinsèquement antidémocratique ? Alors, la chose n'est pas impossible en principe. Je veux dire, sur le papier, on pourrait très bien concevoir, et d'ailleurs des gens s'y essayent, un Parlement qui serait spécifiquement dédié à l'eurozone, par exemple. Mais la question est de savoir quelles sont les chances qu'une telle construction institutionnelle voit le jour en réalité et dans un horizon temporel qui ne soit pas remis au siècle des siècles. Amen. Et les probabilités de la chose sont infimes pour la raison suivante. Un Parlement de l'euro n'aurait de sens véritablement que, comme je viens de le dire à l'instant, qu'à la condition que tombe à nouveau dans le périmètre de ses prérogatives le droit de décider et de rediscuter à tout moment de ces choses qui ont été sanctuarisées dans les traités. À savoir, quel est le statut de la Banque centrale, quelle est la nature de ses missions, etc. etc. C'est-à-dire par exemple d'annuler le traité sur la stabilité et la gouvernance, qui est le traité de l'austérité budgétaire, etc. Mais quelles sont les chances que toutes ces dispositions-là, qui sont abstraites, lointaines en apparence, mais qui pèsent de manière décisive sur la détermination de la conjoncture et donc les conditions de vie matérielles des populations, les chances sont quasiment nulles et pour une raison qui tient d'abord finalement à l'ancrage dogmatique bien partagé de la plupart des pays dans la doctrine néolibérale, mais également qui tient à une complication particulière. Alors là, c'est toute une autre discussion qu'il faudrait ouvrir, on va peut-être la réserver. Une complication particulière qui est apportée par l'Allemagne. L'Allemagne, évidemment, fait partie de ce grand consensus néolibéral européen, mais elle y joue quelque chose de particulier, elle y joue un supplément qui n'appartient qu'à elle, et qui s'est exprimé par la condition sine qua non de son entrée dans l'euro, à savoir précisément la sanctuarisation dans les traités. L'euro, il en est question au Standard de France Inter. Bonsoir Hakim, vous nous appelez Damien, soyez le bienvenu. Bonsoir Laurent, bonsoir à Monsieur Lordon, économiste. Moi c'est Nicolas Hakim, c'est pas Nicolas, Laurent. Ouais, excusez-moi, bonsoir. Non mais c'est pas grave, bonsoir c'est pas grave. Monsieur Lordon aussi. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on restera toujours à l'euro Est-ce qu'on restera dans l'euro, c'est ça ? Dans l'euro, ouais. Merci Hakim pour cette question. Elle est aussi l'un des cœurs du livre de Frédéric Lordon. Alors, en réalité, malheureusement, j'ai pas ma boule de cristal sur moi et je peux difficilement répondre à cette question. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que il y avait deux scénarios d'éclatement de l'euro. Le premier scénario était le scénario de l'effondrement endogène sous le poids des contradictions intrinsèques de la construction monétaire européenne, et on a été à deux doigts de ça à trois reprises successives. Dites-nous juste. En décembre 2010, en novembre 2011 et en juin 2012. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la Banque centrale européenne, dirigée par Mario Draghi qui venait de prendre sa présidence, a posé un acte d'une force tout à fait réelle, qui s'est manifesté dans un dispositif technique de corne-cul qui s'appelle l'Outright Monetary Transaction, mais dont la réalité était que la Banque centrale européenne manifestait sa volonté d'intervenir sur les marchés de capitaux sans plafond aucun, pour contrer la spéculation sur les taux d'intérêt souverains et pour lui briser les reins. Alors ça a été, comme disent les anglo-saxons, un game changer. Ça a vraiment changé la donne. Et disons, la crise proprement économique et financière, disons proprement financière de l'euro ou proprement monétaire de l'euro a connu un coup d'arrêt ici. Donc ce premier scénario a été enrayé. Il y a un deuxième scénario d'éclatement de l'euro, c'est le scénario politique.
Alors le scénario politique, effectivement, c'est un pays dans lequel un gouvernement arrive au pouvoir avec un projet soit de poser de nouvelles conditions, soit de faire sécession s'il n'y est pas fait droit. Et alors là, évidemment, c'est une nouvelle donne, mais d'un tout autre genre. Frédéric Lordon, vous dites dans le livre qu'il faudra sortir de l'euro. Oui. Alors après, il y a la question, si vous voulez, il y a la question positive. La chose va-t-elle se passer? Et puis il y a la question normative. La chose est-elle souhaitable? Et moi, je maintiens en effet qu'elle est souhaitable. Je maintiens qu'elle est souhaitable maintenant que nous sommes allés au bout de l'expérience en vraie grandeur, ayant conclu à l'impossibilité de transformer l'euro de l'intérieur. C'était l'un des grands espoirs d'une assez large fraction de la gauche critique, en réalité. Au nom de l'idéal internationaliste, poursuivons le combat de l'euro, qui est un combat européen, mais poursuivons-le de l'intérieur. Il me semble que l'expérience de Syriza a brisé les jambes de cet espoir-là et que désormais il apparaît que aucune politique progressiste n'est possible dans le cadre des institutions européennes et que par conséquent il faut choisir. Tsipras a choisi. Mais il y avait à l'intérieur de son parti une très forte minorité qui s'appelait la plateforme de gauche, qui est devenue maintenant un parti à part entière, qui s'appelle l'Unité populaire, qui faisait presque 40% de Syriza et qui plaidait pour le choix inverse. Donc on n'est pas passé loin d'une certaine manière. Didier nous appelle de Besançon. Bienvenue Didier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Frédéric Lordon. Je suis toujours à boire ses paroles parce que j'ai déjà entendu sur là-bas si j'y suis. Bonsoir à tout le plateau de France Inter. Ah bah il est seul Frédéric là ce soir. Oui. Et donc quand on l'écoute, c'est magnifique. Enfin bref, vous êtes gentil, ma monsieur. question, je vais y aller parce que quand même le temps passe vite. C'était à propos de l'accord TAFTA dont j'entends parler comme ça par bribes. Je me dis en quoi ça peut être utile à l'Europe et si c'est utile à l'Europe, à qui exactement? Si c'est utile aux Européens que nous sommes. Voilà. Le fameux, merci Didier, fameux accord, fameux traité transatlantique de libre-échange, Frédéric Lordon. Ah bah là, la réponse est-ce nécessaire et est-ce bon pour l'Europe? La réponse va être courte. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions de traités commerciaux. Et alors les choses que je ne connais pas, j'évite d'en parler. Évidemment, j'ai bien une ou deux idées sur le sujet qui me trottent au fond de la tête, mais ça vaudrait pas mieux qu'un propos de comptoir. Donc il n'y a pas lieu de me donner la parole sur le sujet. Vous trouverez certainement dans le futur des intervenants bien plus qualifiés que moi pour se prononcer là-dessus. Il est 19h45, le téléphone sonne continue. Notre invité Frédéric Lordon qui publie On achève bien les Grecs, chronique de l'Euro 2015 aux éditions Les Liens qui libèrent. France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson. Jérôme, bonsoir et bienvenue, nous vous écoutons. Bonsoir, moi j'écoute Monsieur Lordon que je ne connaissais guère jusqu'à présent. Contrairement à l'auditeur précédent, je ne dirais pas que je bois ses paroles. Je pense que je lui confierai pas mes économies. Si je ne me trompe, et c'est un peu le sens de ma question, depuis pendant des années, pour pas dire des dizaines d'années, la Grèce a abondamment profité de sa présence au sein de l'Europe, en laissant s'installer chez elle une forme de gabegie et de laisser-aller qui les a conduits en grande partie à l'impasse dans laquelle ils se sont trouvés et obligés de rendre des comptes. Et au moment où on rend des comptes à un créditeur, il est vrai que ça se passe rarement bien. Donc moi, ce qui m'intéresserait d'entendre de la part de M. Lordon, en dehors de tout discours à caractère politique, est-ce que oui ou non, pendant toute cette période-là, la Grèce a effectivement profité du système dans lequel elle était installée confortablement, en renonçant à toute forme de rigueur et de tentative d'assainissement de son économie qui lui aurait évité de se trouver dans cette situation catastrophique dans laquelle elle s'est trouvée, mais qui est en très grande partie de sa faute. Merci. Merci à vous, Jérôme, pour cette question remarquablement claire. Frédéric Lordon vous répond sans faire de politique, a demandé Jérôme. Mais non, ça ne sera pas possible car l'économie scientifique, l'économie neutre, l'économie objective ou tout ce que vous voulez, ça n'existe pas. Alors il y a les gens qui sont capables de reconnaître que leur économie est toujours politique et ceux qui en font le déni. Et ne comptez pas sur moi pour en faire le déni. Donc je vais vous faire une réponse d'économie politique. Alors, il serait évidemment totalement inconséquent d'absoudre la Grèce de toute responsabilité dans cette affaire. Mais encore faut-il en prendre la juste mesure. La Grèce a des problèmes structurels qui sont
graves qui sont installés de longue date, dont l'essentiel tient d'ailleurs à une défaillance structurelle, pour ne pas dire à une inexistence chronique de l'administration du prélèvement fiscal, qui est évidemment là un obstacle considérable, mais la Grèce a transporté tous ces problèmes structurels à l'intérieur de la zone euro qui les lui a rendus pires. C'est la raison pour laquelle je m'oppose avec la dernière énergie à l'idée que la Grèce aurait profité de la zone euro. Et je m'y oppose de 3 manières. Premièrement, la Grèce a été affligée de taux d'intérêt trop bas. Comme beaucoup de pays du Sud d'ailleurs, l'Espagne, le Portugal, etc. Et ça, c'est bien l'un des problèmes structurels de la zone euro, c'est-à-dire d'une monnaie unique, que par définition la politique monétaire y est unique, et qu'elle s'applique, mais avec des pertinences inégales, à des pays dont les structures économiques sont disparates et dont les conjonctures appelleraient des régulations différenciées, ce qui ne peut pas être le cas en l'occurrence. De sorte que, taux d'intérêt trop bas, tous les agents grecs se sont surendettés. Et alors pas seulement l'État, ceux qui se sont le plus surendettés, ce sont les banques et les ménages. Deuxièmement, la Grèce n'a pas profité de l'euro car sa position médiocre dans la division internationale du travail lui rendait nécessaire de pouvoir dévaluer assez régulièrement. Et évidemment, en monnaie unique, cette dévaluation est impossible. Troisièmement, enfin, et c'est là le plus gros de l'affaire, c'est que ce qu'on appelle la dette grecque actuellement ne devrait pas être appelée la dette des Grecs. Cette dette est le résultat d'une erreur de politique économique européenne d'une magnitude appelée à faire date dans l'histoire du capitalisme. C'est une erreur de politique économique qui est équivalente à celle qui avait été commise par Hoover en 1929. Il en a résulté une grande dépression grecque qui est exactement l'équivalent numériquement parlant de celle qu'ont connue les USA dans les années 30, à savoir un effondrement catastrophique du PIB, moins 25% de PIB, si vous voulez, ça passe pas inaperçu. Et forcément, une explosion du ratio dette sur PIB. Donc ces choses-là sont vraiment... C'est l'intervention de l'eurozone qui a créé une situation apocalyptique en Grèce. Benoît nous appelle de Bourges. Bonsoir Benoît, bienvenue dans le téléphone sonne. Frédéric Lordon vous écoute. Bonsoir Monsieur Demorand, bonsoir Monsieur Lordon, merci de me donner la parole. Donc moi j'avais 2 remarques par rapport à ce que dit Frédéric Lordon, que par ailleurs je lis régulièrement dans le monde diplomatique, et 2 points de désaccord. Le premier, c'est par rapport à l'euro. Je trouve que vous êtes complètement, vous ciblez, vous surévaluez l'importance de l'euro et du carcan de l'euro dans la crise grecque, et notamment vous préconisez une sortie de l'euro, ce qui à mon avis est dangereux parce que l'euro, malgré tous ses défauts, c'est un progrès d'un point de vue symbolique. Ça symbolise l'union de l'Europe et de ce point de vue-là, c'est un gage de paix et c'est quelque chose symboliquement qui est extrêmement important au-delà de toutes les contraintes budgétaires et économiques qui peuvent résulter de l'euro. Ça, c'est la première chose, la première remarque que je voulais faire à Frédéric Lordon. Et la deuxième chose, d'un point de vue plus technique, au moment de la crise grecque qu'il y a eu cet été, le débat, ça a été, qu'on a entendu dans les médias de manière générale, ça a été est-ce que les Grecs remboursent ou pas leurs dettes. Alors que quand on allait dans le détail des négociations, je me souviens notamment d'un article de Yanis Varoufakis dans le monde diplomatique, il expliquait que le gouvernement Tsipras préconisé pour rembourser la dette une lutte intensifiée contre la fraude fiscale, qui est extrêmement importante en Grèce, ce que refusait la Commission européenne, qui demandait par contre la baisse du SMIC. Moi personnellement, j'ai jamais compris comment la baisse du SMIC pouvait permettre de résorber une dette souveraine d'un État. Donc je pense que c'est sur ces questions-là qu'il faudrait expliciter. On y va. Et notamment par rapport à ces questions-là, la réflexion que ça m'inspire, c'est que malgré le carcan imposé par ces traités européens, par ces traités budgétaires, qui ont sans doute beaucoup de défauts et qui sont sans doute à revoir, il y a quand même des marges de négociation qui existent. Et l'issue de la crise grecque qui s'est faite aux dépens du gouvernement de Tsipras est effectivement politique, notamment sur cette question entre le SMIC et la fraude fiscale. Comment on résorbe une dette avec la fraude fiscale ou pas? Merci Benoît pour cette double question. On va commencer par la symbolique de l'euro. C'est bon, ça existe et c'est un symbole important quand même, de paix, a même dit Benoît. Alors double, triple ou quadruple question, hein. Il y a du contenu là-dedans. Et en effet, moi c'est par là que je voulais commencer. Le progrès symbolique est le gage de paix. Mais malheureusement, lorsque les progrès symboliques s'achètent à des coûts matériels aussi exorbitants, que valent-ils vraiment? Ah oui, bien sûr, nous pouvons nous prévaloir de l'existence d'une monnaie unique. Mais que disent les populations
populations qui en subissent les conséquences les plus douloureuses. Que vaut un gage de progrès symbolique lorsque ça se paye, je l'ai dit à l'instant, d'un effondrement du produit intérieur brut de près du quart, d'une baisse du revenu moyen disponible des mêmes proportions et d'un taux de chômage qui dépasse les 25%, qui atteint même les 60% quand il s'agit des jeunes. Si vous voulez, il faut être soi-même bien installé matériellement pour aller dire aux gens, sans doute vous souffrez un peu, mais regardez au nom de quel progrès symbolique admirable. Quant à la conversion du progrès symbolique en gage de paix, malheureusement, j'ai l'impression que c'est la dynamique exactement inverse qui est en cause, qui est en cours. Si vous voulez, jamais l'Europe faite au nom de la paix et de l'amitié entre les peuples n'aura trahi à ce point sa promesse la plus essentielle. La vérité est que les extrêmes droites prolifèrent partout et que la violence politique remonte de tous côtés, que les séparatismes sont endémiques et que les rapports entre les peuples européens sont incroyablement dégradés. Lorsque un magazine allemand représente sur sa couverture une Vénus de Milo qui fait un doigt d'honneur, appelle à la vente des Cyclades, et qu'en contrepartie, dans les rues d'Athènes, des cortèges figurent Schäuble ou Merkel en officier nazi, on ne peut pas dire que l'amitié entre les peuples ait fait de très grands progrès. Or, malheureusement, ce sont les conséquences sociales désastreuses, hélas, des tensions objectives qui règnent à l'intérieur de la zone euro. Allez, il est 19h54. J'aimerais encore entendre Yves qui nous appelle de Normandie. On va prendre le maximum de questions possibles pour Frédéric Lordon. Je vais faire vite. Je ne pense pas trahir la pensée de M. Lordon en disant qu'il est nécessaire de sortir de l'UE. Hein, et dans quel cadre, selon lui, et avec quel mouvement ? En France, vous voulez dire ? Oui, en quel mouvement, quel parti ? Sachant, je voudrais quand même préciser une petite chose, on va gagner du temps, c'est que le Front National, dans toutes ses professions de foi, ne souhaite pas sortir de l'Union Européenne. Donc on ne peut pas dire que le Front National veut sortir de l'Union Européenne. Donc pour M. Lordon, en fait, dans quel cadre et avec quel mouvement ? Merci Yves pour cette question. Frédéric Lordon vous répond. Alors, je suis content que vous ayez soulevé la question du Front National parce que ça permet au moins de dire cette chose vraiment importante, car le débat sur l'euro fait l'objet de défigurations qui sont absolument tragiques. Il y a de nombreuses manières de sortir de l'euro et on peut sortir de l'euro par des côtés qui sont très différents. Je vous garantis qu'une sortie de l'euro réalisée par un Front National ou un équivalent fonctionnel d'extrême droite dans n'importe quel pays n'aurait pas la même tête qu'une sortie de l'euro si elle avait été décidée par un gouvernement Syriza qui en aurait eu le courage, par exemple. Mais la chose que votre question a d'ailleurs soulevée avec beaucoup de pertinence, c'est qu'en réalité, on agite contre les projets de sortie de l'euro sans cesse l'épouvantail du Front National, alors que ma conviction est que le Front National parviendrait-il au pouvoir, il ne ferait pas la sortie de l'euro. Alors j'aurais quelques arguments à donner à ce sujet, éventuellement il faudrait y revenir. Mais ça, je veux dire, décidément, l'appel du Front National aux classes populaires est un piège à cons et dans tous les compartiments du jeu, en particulier dans le compartiment du jeu de l'euro. Alors, avec quelle force piloter un projet politique de sortie de l'euro en France ? Mais je n'en sais rien, car pour l'instant, ces forces sont manquantes. Il se trouve que, disons, celle qui était la candidate principale, à savoir le Front de gauche, a été longtemps d'une extrême timidité sur la question, pour des raisons qui, je suppose, doivent au rapport difficile entre le parti de gauche et le parti communiste français, qui est une force de résistance à toute perspective de sortie de l'euro tout à fait considérable. Et alors les choses changent un peu au spectacle de la déconfiture grecque. Le débat est relancé, des réflexions stratégiques ont lieu à nouveau qui étaient interdites jusqu'ici. Attendons et voyons. Donc vous ne pouvez pas répondre à la question de Rottenwulf sur Twitter qui vous demande, avec ce charme rugueux de Twitter, Lordon peut-il ici aborder un peu concrètement les bonnes façons de sortir de l'euro ? Alors là il nous faudrait énormément de temps. Alors, malheureusement, il reste 2 minutes. Bon, écoutez, il se trouve que dans un ouvrage... Il faut aller lire le livre. C'est dans un ouvrage antérieur à celui-ci, qui était consacré à la question européenne, j'avais rendu ma copie de manière assez
assez détaillé sur à quoi pourrait ressembler une sortie de l'euro de gauche. Bon, alors, en 2 mots, si vous voulez, le but de la manœuvre, pour moi, évidemment, va bien au-delà que de restaurer simplement un degré de liberté supplémentaire à la politique économique en la possibilité de dévaluer. Une sortie de gauche de l'euro consiste à se donner la possibilité d'une transformation radicale du modèle de politique économique, c'est-à-dire d'envoyer par-dessus les moulins tous les principes de l'orthodoxie budgétaire, ce qui ne veut pas dire ouvrir les vannes en permanence et dans toutes les conditions. Mais quand on est en situation de récession, si vous voulez, en revenir à des principes keynésiens éprouvés est en général de bonne rationalité économique. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les États-Unis et des économistes aussi provinciaux que Joseph Stiglitz ou Krugman demeurent absolument sidérés que les Européens s'imposent une telle purge déflationniste. Et puis l'autre occasion qui nous serait donnée, mais là je vais être extrêmement cursif, c'est de refaire à neuf toutes les structures de la banque finance. Et ça, c'est quand même le cœur du réacteur, si vous voulez. Donc là, il y aurait vraiment de quoi faire. Merci Frédéric Lordon d'avoir accepté le principe de ce téléphone sonne avec les auditeurs de France Inter, qui étaient très heureux de pouvoir dialoguer avec vous, très rassurés aussi de savoir que l'émission était bien diffusée et qu'elle n'était pas simplement tous les deux en train de parler autour d'un micro avec rien qui passait ou de la musique sur France Inter. Je rappelle donc le titre de ce livre, On achève bien les Grecs, chronique de l'Euro 2015. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Il y avait une question au standard sur le fait de savoir pourquoi nous n'avions pas invité un contradicteur. Parce que c'est le principe de ces téléphones sonnes avec des invités uniques où nous prenons le temps, vous prenez le temps de dialoguer et de poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est vous qui menez l'interview, mais il faut à certains moments avoir 40-45 bonnes minutes pour pouvoir réfléchir de manière un peu complexe à un sujet. Merci encore Frédéric Lordon.